Salut, c'est parti pour les news du mois de novembre. Alors il y a tout plein de news à partager avec vous, j'ai l'impression que ça fait 4 mois que j'ai pas fait une vidéo de ce genre, donc on va pas perdre plus de temps et c'est parti. Alors déjà premièrement on va faire la partie perso, puis la partie YouTube, puis la partie matos. Dans la partie perso, j'ai mis en pause la chaîne vidéo pendant quelques semaines, voire 2-3 mois peut-être, pour la raison toute simple que déjà j'ai plus beaucoup le temps de faire des vidéos en plus pour la chaîne vidéo, sachant que pour la chaîne photo il y en a déjà une par semaine, plus une ou deux en plus par mois, celle-ci en fait partie. Et en plus de ça, en fait, comment dire, j'ai pas le temps de pratiquer la vidéo, donc j'ai pas vraiment le temps de progresser et de valider les choses que j'apprends par ailleurs, en regardant des trucs sur internet à droite à gauche notamment. Et bah, vous commencez à me connaître, moi il faut que je pratique pour être sûr des choses avant d'en parler avec vous. Donc je préfère attendre que je sois plus à l'aise en fait avec ces choses-là avant d'en parler. Donc voilà, c'est pas mis en pause pour longtemps, ça reprendra sûrement au mois de janvier-février, une fois qu'on aura que mon fils fera des siestes un petit peu plus longues, que on ait fini notre déménagement et que voilà, les choses se décantent un petit peu. Pour la chaîne photo, il n'y a pas de problème, hein, vous inquiétez pas, je suis bien organisé pour ça. Et maintenant j'ai un système qui marche assez bien, j'ai plein d'idées de vidéos, voilà, il n'y a pas de problème de ce côté-là, et la chaîne photo elle va continuer sans arrêt on verra bien. Ensuite, deuxième chose, par rapport aux réponses aux commentaires, je vous avais dit la dernière fois que j'allais peut-être arrêter de répondre un petit peu à tous les commentaires parce que ça commençait à prendre beaucoup de temps. Et entre temps, j'ai trouvé une combine qui permet en fait de répondre très rapidement à des commentaires. C'est-à-dire que plutôt que une fois que je reçois un email qui me notifie qu'il y a eu un commentaire, plutôt que de cliquer, de charger la vidéo et que sur cette page je réponde aux commentaires, il y a dans les couloirs de YouTube un endroit où en gros je peux charger une page avec tous les commentaires que j'ai eu, notamment tous les nouveaux commentaires, et je peux répondre l'un après l'autre à tous les commentaires directement sur cette page, donc c'est assez rapide. Et du coup je me sens plus à l'aise vis-à-vis de ça parce que vous faites l'effort de mettre des commentaires, donc c'est normal que moi de mon côté je vous remercie, même si c'est juste pour dire merci d'avoir commenté. Ça me paraît logique, donc je vais continuer à le faire parce que quelque part ça me paraît un peu bizarre de devoir trier et dire lui je lui réponds parce que ça vaut le coup et lui je lui réponds pas. Donc voilà, bref, je vais continuer de répondre à tous vos commentaires tant que je peux. Ensuite, ceux qui sont sur la page Facebook, ah oui, si, pour les commentaires, pour en revenir là-dessus, les seuls commentaires auxquels je peux pas répondre, c'est il y a certains endroits où je peux pas répondre, il n'y a pas la petite case répondre, il y a juste le petit pouce en haut et pouce en bas sur le commentaire. Et pour ça, il y a une manip très simple à faire. Donc si jamais vous voyez que je réponds pas à votre commentaire dans les 4-5 jours, demandez-vous s'il n'y a pas un souci du côté de votre Google+. Vous allez sur votre Google+, parce que YouTube et Google+, sont liés, et vous avez un endroit, les paramètres de confidentialité, et c'est là qu'il y a un truc à changer. Si vous mettez, genre il y a un truc qui peut répondre à mes posts ou un truc comme ça, et si vous mettez personne, ça veut dire que personne peut répondre, et moi notamment je peux pas répondre à vos commentaires. Donc changez ces paramètres et on pourra à ce moment-là répondre. Je vous dis ça maintenant, comme ça m'évitera, parce que systématiquement maintenant ce que je faisais c'est que je cliquais sur la personne, j'ai envoyé un message perso pour lui dire est-ce que tu peux changer tes paramètres et tout. Je vais arrêter de le faire parce que ça pour le coup ça me prend du temps, et sur toutes les personnes à qui je l'ai dit, il y en a peut-être 2 ou 3 qui ont changé seulement leurs paramètres, donc c'est un petit peu une perte de temps pour le coup. Donc je vous le dis maintenant, comme ça vous savez ce qu'il faut faire. Ceux qui sont sur Facebook ont vu, il y a eu ce que j'appellerais un peu l'affaire Blaze Fiedler. Alors je sais pas s'il a sorti d'autres vidéos depuis, mais en gros pour faire très simple, j'ai donné mon avis sur 2-3 vidéos qu'il avait sorties sur un pack d'actions Photoshop ou je sais pas quoi. Et je trouvais ça juste dommage que en fait dans sa démarche, il parlait de partager son savoir, de transmettre, de faire des choses pour que tout le monde puisse progresser en photographie, etc. Et qu'à la fin, il expliquait que il était tellement sympa que pour partager tout ça, il allait falloir passer à la caisse et tout ça. Donc bref, quand on enlève, voilà, on sait que c'est un personnage particulier et tout ça, et puis moi, il y avait un côté de moi qui était un peu déçu, entre guillemets, parce que, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, Blaze Fiedler, c'est un des premiers que j'ai regardé sur YouTube, qui faisait des vidéos en France sur la photo, et donc j'ai appris plein de trucs avec lui, il faisait des super vidéos avant et tout ça, et je trouve que de plus en plus ça s'est dégradé, et il n'y a plus vraiment d'infos intéressantes. Maintenant, quand il parle de produits, il est plus vraiment critique, il ne donne que du positif, ce qui fait qu'on ne sait pas trop si c'est
Ça ressemble même à des trucs sponsorisés, je sais que ça l'est pas, mais ça y ressemble. Donc bref, pour moi, il a plus de crédibilité, en tout cas dans ses paroles, malheureusement. Et donc je voulais juste un peu exprimer ça, et le post est parti vite en défouloir et tout ça. Et bon, c'était quelque chose que voilà, j'ai pas aimé faire ça en fait finalement, quand j'ai vu tout le défouloir qu'il y a eu en dessous, dans les commentaires sur Facebook et tout. Et donc j'essaierai d'éviter un petit peu de faire ça à l'avenir. Voilà, mais bref, peu importe. Voilà, c'était un petit peu un événement un petit peu bizarre, j'ai eu l'impression de perdre le contrôle, quoi. Voilà. Ensuite, pour partir sur une note beaucoup plus positive, vous savez qu'il y a un petit générique au début de chaque épisode avec une petite musique. Et cette musique, c'est une musique qui est disponible sur Internet gratuitement, on va dire. Parce qu'en fait, c'est un artiste qui s'appelle David Lostana et qui fait des trucs très très chouettes. Toutes ces musiques sont sympas, j'en utilise beaucoup d'ailleurs dans mes vidéos que je mets sur la chaîne au petit vidéaste. Et donc en fait ce qu'il fait, c'est que ces musiques sont sous licence Creative Commons. Et sous licence Creative Commons, il y a différentes possibilités. Certaines de ces possibilités disent que vous avez le droit de l'utiliser dans vos vidéos, mais vous ne pouvez pas l'utiliser pour une utilisation commerciale, vous ne pouvez pas gagner d'argent grâce à sa musique. Mais ça comprend tout le spectre possible. C'est-à-dire que si je la mets dans mon générique et que je monétise mes vidéos en mettant de la publicité, je n'ai pas le droit si c'est sous une licence qui n'autorise pas l'utilisation commerciale. Donc en fait, quand vous cherchez des musiques libres sur Internet, il y en a finalement pas beaucoup où l'artiste a dit oui, vous avez le droit de l'utiliser pour une utilisation commerciale. C'est-à-dire que même si je veux la prendre et la vendre, j'ai le droit de la vendre. Mais c'est bon, évidemment, je le ferai pas, mais voilà. Et donc voilà, je voulais le remercier déjà grandement pour faire cette démarche-là, parce qu'il a des musiques très chouettes, et de pouvoir les mettre à disposition du plus grand monde, c'est vraiment sympa. Et du coup, pour le remercier, en fait, je l'ai contacté directement, et je me suis débrouillé pour lui reverser un petit peu de sous, parce que, évidemment, moi je gagne un petit peu de sous avec ma chaîne, c'est pas grand-chose, hein, vous le savez, c'est la publicité sur la chaîne, ça rapporte de l'ordre de 60 € par mois. Mais je trouvais ça un petit peu normal de le remercier pour sa démarche, et donc j'ai fait un petit virement de 50 € pour l'encourager dans sa démarche, parce que je trouve ça cool qu'il y ait des gens comme ça. Donc voilà, l'idée c'est qu'un jour on rende un petit peu l'ascenseur à des gens qui nous aident. Et je pense bientôt faire ça aussi pour tous les logiciels open source que j'utilise. Vous savez que c'est des logiciels qui sont développés gratuitement par des passionnés, mais qui parfois ça engendre un petit peu de frais quand même. Et même on sait aussi que quand on a un petit peu de sous, ça motive à continuer. Il y a tellement de logiciels très chouettes open source qui s'arrêtent, parce qu'au bout d'un moment les gens s'ennuient, ils en ont marre et tout ça. Et il suffit peut-être que chacun verse 2-3 € pour que hop, la machine reparte, quoi. Donc je vais peut-être faire ça aussi d'ici quelques temps, donner un peu de sous à ceux qui font des logiciels open source que j'utilise régulièrement. Voilà. Ensuite, on va revenir un petit peu sur la page Facebook. En ce moment, je publie plus trop de photos. C'est pas que j'en ai pas en stock, c'est juste que j'ai pas eu le temps de les traiter encore. Comme je vous dis, en ce moment, l'emploi du temps est assez chargé, donc je passe pas beaucoup de temps dans Lightroom. J'ai au moins une centaine de photos à traiter dans Lightroom, donc il y en aura dans l'avenir, mais voilà, il n'y en a pas eu beaucoup ce mois-ci, et j'espère en mettre un petit peu plus dans le mois prochain. Vous verrez bien à la fin de cette vidéo, il n'y a pas grand-chose. Et ensuite, dernière chose, on a trouvé notre maison. On a été dans la région de Besançon pour trouver notre maison. Et on sera dans un petit village, tout sympa, etc. Connexion internet normalement plutôt ok, à peu près équivalent à ce que j'ai aujourd'hui. Et surtout, il y a un garage. Et donc ça, c'est super cool, parce que dans le garage, je vais pouvoir me faire un petit studio. Vous voyez, ces derniers temps, là, je fais mes vidéos le soir parce que c'est le seul moment où je suis tranquille, en fait. Et donc j'ai sorti ma softbox, qui fait que maintenant on a une bonne lumière. Et j'ai même une planche de meubles Ikea ici pour faire réflecteur. Vous voyez, si je l'enlève, ça fait un gros contraste. Donc je la mets là. Donc c'est un peu bricolé, mais je ferai un beau petit studio. J'ai même acheté des ampoules plus puissantes ici. Donc voilà, on va faire un petit studio sympa, et j'espère du coup pouvoir augmenter un petit peu la qualité visuelle de mes vidéos dans un premier temps, avant peut-être de pouvoir mieux organiser mes propos pour faire des vidéos un peu plus condensées. On passe ensuite à la partie YouTube. Je vous avais parlé de possibilité de faire des lives. Ça va être compliqué en fait, parce que en gros je peux le faire en 720p. Si ma connexion est bonne, je le fais en 720p, mais c'est pas du Full HD. Donc ça veut dire qu'en 720p en fait on peut faire des lives où on discute,
mais dès qu'il faut montrer une capture d'écran, faire des trucs sous Lightroom, etc., 720p c'est un petit peu juste, on lit pas bien les écritures et tout ça, je préfère largement du 1080p. 1080p c'est possible, mais on doit passer à ce moment-là par des logiciels qui font de la compression en direct, machin, et ça a l'air assez complexe, donc je me suis pas encore plongé là-dedans, et je le ferai pas avant un petit moment quand même. Donc pour l'instant les lives, on va mettre un petit peu de côté l'idée de faire ça. À part peut-être, ouais, pour l'instant on met de côté pendant quelques mois, on verra en début d'année prochaine. Pour les reviews, pour les revues de photos, bah déjà c'est super parce que vous m'envoyez tout le temps plein de photos, et pour l'instant vous respectez plutôt bien la règle, c'est-à-dire que je vous avais demandé la dernière fois de m'en envoyer que si vous êtes nouveau sur l'exercice, si vous ne m'avez pas encore envoyé de photos. Et donc on en est au mois de... on est déjà en train de remplir le mois de janvier là, vous voyez. Donc c'est assez cool, j'espère que ça va continuer comme ça. Et donc voilà, vous inquiétez pas si vous m'envoyez une photo, que vous m'en avez déjà envoyé une, je vais pas la mettre dans une revue de photos, et je vous demanderai en fait, à partir du moment où il y aura plus de nouveaux qui renvoient des photos, je vous demanderai à ceux qui les ont déjà envoyés, si vous avez envie d'en renvoyer une deuxième, et à ce moment-là on refera un deuxième tour de table. On passe maintenant à la partie matos. Et alors déjà, j'ai posé une question aussi sur la page Facebook par rapport à ce que vous utilisez comme matos pour faire de la macro. Et du coup, suite à ça, j'ai eu plein de réponses, que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui font de la macro. Et parce qu'en fait, je me suis repris goût pour refaire un petit peu de macro ces derniers temps, entre des chenilles, des fourmis, des trucs comme ça. Et donc je voulais acheter un truc pour faire ça un petit peu mieux qu'avec mon embout. Vous savez, j'ai un espèce d'embout loop quoi, que je mets au bout, qui me satisfait pas complètement, qui a un piqué assez horrible, et qui est tout flou sur les bords. Et donc bah, j'ai pris ma décision, et puis je vous en ferai part dans la vidéo de la semaine prochaine, où j'essaierai un petit peu de récapituler tout ce que vous m'avez dit sur la macro, et ce que j'ai appris par ailleurs en allant voir à droite à gauche sur internet, sur toutes les différentes options, parce qu'on peut faire de la macro d'au moins 5 ou 6 manières différentes minimum. Et bah, c'est pas toujours évident de savoir quelle option choisir. Est-ce qu'on part sur des bagues d'inversion? Est-ce qu'on part sur des bagues à longe? Est-ce qu'on part sur un objectif macro? Est-ce qu'on part sur des bonnettes? Est-ce qu'on part sur un embout? Enfin voilà, il y a plein d'options différentes. Et toutes ont leurs avantages et leurs inconvénients, donc j'essaierai de faire un petit récapitulatif de ça. Et je vous dirai à ce moment-là lequel je choisis. Ensuite, vous savez forcément que je suis de très près l'objectif 10-18 mm de chez Canon, vu que c'est un ultra grand angle, vu qu'il n'est pas très cher et qu'il a l'air de qualité. Et DxOMark a enfin sorti le test de cet objectif. Et donc en fait c'est assez intéressant parce que avant d'avoir vu ce test, il y avait des gens qui mettaient des reviews en disant qu'il était excellent, qu'il avait le meilleur piqué de tous les ultra grand angles, et d'autres qui disaient qu'il était plutôt mauvais, plutôt mou, et qu'il fallait passer son chemin. Et c'était assez bizarre parce qu'habituellement on n'a pas des si grosses différences pour un même objectif entre plusieurs personnes. Et en fait j'ai compris pourquoi, c'est-à-dire que quand on voit les résultats sur DxOMark, il est assez hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où il est très bon et des endroits où il est très mauvais. Quand je dis des endroits, ça ne veut pas dire que quand vous êtes à la montagne il est bon et quand vous êtes à la mer il est mauvais, c'est plutôt des positions sur le spectre des possibles d'un objectif. Et en fait, il est très bon là où on va l'utiliser le plus, c'est-à-dire il est très bon à la focale la plus courte, c'est-à-dire à 10 mm, 11 mm, c'est là qu'il a le meilleur piqué. Je parle que de piqué là, évidemment. Et en plus de ça, il est très bon à f8, f9, f11, dans ces gammes de focales-là qu'on va utiliser pour faire du paysage. Et donc si vous vous mettez à 10 mm à f8 par exemple, il est même meilleur que mon Tokina, ou il est même meilleur que Samyang, 14 mm. Donc ça veut dire qu'il est le meilleur de sa gamme quand vous le prenez dans cette catégorie-là. Par contre, comme je vous dis, il est assez peu homogène, c'est-à-dire que si vous le mettez à 18 mm, il va être moins bon ou à 16 mm, il va être moins bon que le Tokina, peut-être même moins bon que le Sigma ou le Tamron. Et un petit peu pareil si vous mettez à f4 ou à f18 ou f22. Il va être un petit peu moins bon que les autres, donc il est moins homogène, mais quelque part, ce qui compte, c'est, enfin je veux dire, moi mes photos de paysage, je les prends quasiment tout le temps à l'angle le plus grand possible, et je les prends quasiment tout le temps entre f8 et f13, quoi. Donc quelque part, ça peut être quand même intéressant. Voilà, donc ceci explique cela, je pense. Sauf que, bon, entre-temps, j'ai été faire une petite visite dans un musée avec la famille, et je me suis rendu compte qu'en fait, dans un musée, dans un environnement comme ça,
avoir un ultra grand angle qui ouvre grand, donc comme mon Tokina qui ouvre à f2.8, c'est super pratique. Le nombre de photos que j'ai pu prendre à main levée, que j'aurais jamais pu prendre à main levée, avec un objectif qui ouvre à f4.5 ou à f4, c'était vraiment très 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 important et très pratique. Donc encore une fois, je pense que je me séparerai pas de mon Tokina, c'est pas possible. Peut-être qu'un jour, si je suis riche, je m'achèterai le Canon 10-18 juste pour partir en rando, mais le Tokina, je vais définitivement le garder, je pense. Alors ensuite, il y a vous savez que le 7D Mark II est sorti, j'avais fait une petite vidéo vite fait pendant Photokina sur sa sortie. Et j'avais dit notamment que j'étais pas très convaincu par le fait que le capteur soit un nouveau capteur, parce que c'est un capteur de 20,2 mégapixels, exactement comme le 70D. C'est un capteur qui a la technologie dual pixel autofocus. Et donc ça ressemblait comme deux gouttes d'eau voilà, au capteur du 70D. Et comme toutes les marques ont l'habitude de dire dès qu'ils sortent un nouveau boîtier, on a apporté des améliorations au capteur, même si la plupart du temps, non, c'est du blabla. Donc voilà, j'avais de sérieux doutes. Et en fait, il y a récemment Tony Northrup, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un mec qui a une chaîne, c'est un Américain qui a une chaîne, qui fait des choses assez pratiques, il teste tout, il fait vraiment des tests assez sympas, assez bien faits. Et souvent, il a un côté pratique que j'aime bien, c'est-à-dire qu'il va pas tester des trucs qui servent à rien, quoi, des trucs qui sont, je sais pas, moi, je vais dire une connerie, mais pour moi, le vignettage, par exemple, ça n'a aucune importance. Donc, je ne vais pas tester si un objectif a un gros vignettage ou un petit vignettage, parce que ça se corrige tellement vite dans les logiciels maintenant que c'est stupide. Donc, lui, il est un petit peu comme ça, un peu plus terre à terre. Et donc, il a fait des tests très, très concrets sur les capacités de ce capteur. Et clairement, c'est un nouveau capteur. C'est-à-dire que il est environ 20 à 30% mieux en basse lumière, meilleur en basse lumière que le capteur du 70D. Et en fait, visiblement, il atteint à peu près les niveaux des capteurs Sony qui sont pour l'instant le top du top. Alors les capteurs Sony, ils équipent les appareils Sony, les appareils Nikon aussi. Et Canon, ça fait quelques années qu'on sait qu'ils sont vraiment à la ramasse au niveau des capteurs. Alors ça, c'est quand on regarde vraiment toutes les spécifications techniques. Et ce qui est intéressant dans sa vidéo, je vais vous mettre un lien en dessous, d'ailleurs, si ça vous intéresse, c'est que il détermine de combien c'est vraiment à la ramasse. Et en fait, vraiment à la ramasse, ça veut dire qu'ils étaient 20 à 30% moins bons en ISO que les capteurs Sony, les capteurs Canon. Et en fait, 20 à 30%, ça correspond à rien du tout, ça correspond à peu près à un tiers de stop. Et un tiers de stop, c'est vraiment rien, c'est-à-dire que si vous avez un objectif qui est f4 et que vous achetez un objectif qui fait f2.8, vous allez gagner un stop complet. Et ça vous coûtera beaucoup moins cher que de changer de boîtier, par exemple. Quoique ça dépend des objectifs, mais bon. Et donc finalement, un tiers de stop, c'est quasiment rien, quoi, dans les ISO. Donc finalement, c'est peut-être pas très très important. Mais ce qui est sympa quand même, c'est de voir que Canon est en train de rattraper un peu son retard de ce côté-là, et qu'il commence à être meilleur dans les ISO. Et alors tout ça, ça a été étudié sur les photos prises en RAW, pas sur les JPEG, parce que ça c'est pareil, il y a plein de mecs sur internet qui comparent des photos prises à des ISO élevés et qui disent « Ah, extraordinaire cet appareil, regardez cette photo à 25 000 ISO, on voit pas de grain ni rien ». Mais j'ai souvent l'impression qu'ils utilisent les JPEG. Et la plupart d'entre nous, ils n'utilisent plus le JPEG, ils utilisent le RAW qu'ils vont ensuite traiter. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir le capteur en brut qui sort comme photo, et non pas de savoir si le logiciel interne de l'appareil traite bien les RAW pour les transformer en JPEG, parce que j'utilise pas ce processus-là. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que Canon est un peu en train de refaire son retard. Visiblement, il y a un autre domaine dans les capteurs où il est encore à la bourre, c'est sur la plage dynamique, c'est-à-dire sa capacité à capter des détails dans les hautes lumières et dans les ombres en même temps sur une même photo, ce qui est super important en paysage, et là il est encore un petit peu en retard sur Nikon et Sony. Là il y a encore aussi à peu près un stop de différence qui est quand même assez important. Genre il y en a 13 chez Nikon et Sony et 12 chez Canon, un truc comme ça. Et là ils n'ont pas vraiment fait leur retard dessus. Mais bref, je trouve que c'est quand même globalement une bonne nouvelle de voir que Canon fait un peu son retard là-dessus. J'ai assez parlé de ça. On va passer un petit peu à une section mea culpa entre guillemets, ou bien en tout cas rectification. Je vous ai fait une petite vidéo sur le bouton arrière de l'appareil photo pour faire la mise au point, qui est le système que j'utilise tout le temps parce que je trouve ça super pratique. Et je sais plus trop dans quelles circonstances, mais j'ai discuté avec l'un d'entre vous, et en gros ça m'a amené à faire des tests, et je me suis rendu compte que dans des conditions de basse lumière, avec ce bouton là, j'arrivais pas à faire la mise au point sur un objet, alors que quand je le passais sur, enfin pas sur le bouton, mais c'est-à-dire que ce bouton là en fait,
quand vous utilisez le bouton arrière, vous vous mettez en AI cerveau, c'est-à-dire celui qui va, l'autofocus qui va essayer de suivre le mouvement. Mais évidemment, si vous appuyez juste un petit coup, ça fait comme si vous aviez fait le one shot, non? Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Bref, l'autofocus normal où vous appuyez sur le bouton, il fait la mise au point et après il bouge plus. Et je perds complètement le fil de mon truc, je suis vraiment désolé. Donc oui, donc quand j'étais en AI cerveau là-dessus, il n'arrivait pas à faire la mise au point, et quand je me suis mis sur l'autre mode d'autofocus, le one shot je crois, one shot autofocus, il a one point, single point, ça y est, single point autofocus, c'est bon, c'est reparti. Et donc là, il arrivait à faire la mise au point dans les mêmes conditions de lumière. Et je me suis dit du coup qu'il devait y avoir une différence entre les deux. Moi personnellement, j'ai pas constaté de différence sur la qualité de l'autofocus, c'est-à-dire qu'il fait la mise au point toujours, pour moi il la fait toujours très bien. Il n'y a vraiment aucun problème de ce côté-là. Mais en basse lumière, je sais pas, il doit y avoir un truc dans leur système qui fait que il arrive pas bien, il arrive moins bien à le faire avec le AI cerveau qu'avec le single shot, single point. Donc si jamais vous êtes en basse lumière et que vous avez cette technique du bouton arrière, n'hésitez pas à passer en single point, peut-être que ça peut vous aider à faire en sorte que ça marche mieux. Voilà, c'est juste un petit truc, ça aurait pu prendre 10 secondes à dire, ça a pris au moins 3 minutes. Et juste pour terminer aussi, quand je vous faisais le quart d'heure photo où on a fait du HDR, il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit que Digital Photo Professional faisait du HDR, DPP pour les intimes. C'est le petit logiciel qui livrait sur un CD quand vous achetez un appareil photo Canon. Et en fait, le truc, c'est qu'il ne fait pas ses mises à jour automatiquement, ce logiciel. Donc moi, j'utilisais toujours la version d'il y a 2 ans. Et ils l'ont mis à jour il y a pas très longtemps, je pense. Et quand vous allez sur le site de Canon, vous pouvez télécharger la mise à jour. Et il fait maintenant du HDR. Ce qui est sympa, c'est qu'il utilise les fichiers RAW tout de suite pour faire le HDR et non pas des JPEG, des TIFF, etc. Vous gagnez du temps aussi. Par contre, on a moins la possibilité de jongler avec les curseurs, et notamment, ce qui est très dommage, c'est qu'on ne peut pas déterminer si on veut relever les ombres, diminuer les hautes lumières dans le HDR, ce qui est quand même l'intérêt du HDR. Donc il va juste vous fournir une photo qui va être plus utilisable, mais qui malgré tout aura quand même des ombres à relever, des hautes lumières à diminuer, et donc ça pourra générer quand même un petit peu de bruit après derrière dans votre logiciel. Mais voilà, pour ceux d'entre vous que ça intéresse et qui l'ont déjà installé, essayez l'option, ça marche quand même déjà pas mal. Voilà, j'ai fini un petit peu, vous voyez, beaucoup de choses à dire dans tous les sens. Voilà, je vous dis donc à très bientôt, notamment vendredi prochain, ce vendredi, pour la vidéo sur la macro. Et puis je vous laisse avec les quelques photos que j'ai publiées le mois dernier. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.